Alors bonjour Séverin. Je t'appelle pour t'interviewer sur mon TPA sur la blockchain et les crypto-monnaies, puis je dois te demander si tu es d'accord qu'on enregistre l'interview. Bonjour Gaëtan, je le sais, il n'y a pas de problème, on en a discuté. Là, on est sur Skype, je vois que ça est en train d'enregistrer, donc pas de problème. Merci. Ok, parfait, merci à toi. Alors du coup, je commence par me présenter. Je m'appelle Gaëtan Jeanmer, je suis en troisième année de paysagiste et je t'appelle pour t'interviewer sur la blockchain et les crypto-monnaies. Et voilà, du coup, je te laisse te présenter. Moi, je m'appelle Séverin Lagui, j'ai 38 ans, j'ai toujours habité au Locle. Et puis voilà, moi, je m'intéresse à la crypto depuis un moment. Et c'est parce que je connais un peu ta famille que j'en suis venu à discuter avec toi. D'accord. Ok, parfait, merci. Alors, est-ce que ça va pour toi si je te pose quelques questions et puis tu réponds au fur et à mesure? Et s'il y a des choses, on s'arrête en cours de route si nécessaire. Mais je t'en prie, commence seulement. Prêt. Alors voilà, déjà, dis-nous comment tu as découvert la crypto-monnaie et puis quand? Eh ben, moi, j'ai découvert la crypto-monnaie fin 2016, complètement par hasard. Moi, je suis un passionné de physique théorique. Et en fait, c'est un des vulgarisateurs physiques que j'écoute qui a fait une vidéo hors sujet, va-t-on dire. Et ça a piqué ma curiosité, simplement. Du coup, j'ai été voir et de chaîne en chaîne, je me suis mis à trouver ça plus ou moins intéressant en tombant sur la chaîne d'un youtubeur qui s'appelle Asher. J'ai commencé à décortiquer les choses. D'accord, et en quelle année c'était à peu près? Fin 2016, comme je l'ai dit. D'accord, ouais. Ok. Et donc, tu étais, pris de curiosité par cette chaîne et ce que tu découvrais autour. Et du coup, tu as commencé à avoir une certaine implication. Est-ce que tu pourrais nous parler de quelle manière tu t'es impliqué? Oui, mais non, en fait, non. Au départ, je me suis pas mis à m'intéresser à ce qu'il y avait autour. C'est au départ, quand j'ai découvert la chaîne de Asher, j'ai perçu un moyen facile de mettre un quart de sou dans ma poche pour pas grand travail. Je dis un quart de sou parce qu'il proposait de nous apprendre à générer des poussières de rien. Au début, je me souviens, c'était 4 centimes d'euros par jour. D'accord. Donc voilà, je suis arrivé par l'appel du profit, l'appel du gain. Et j'ai commencé à m'investir simplement parce qu'il a eu le projet de monter son entreprise et j'ai trouvé ça extrêmement douteux, en fait. C'est pour D'accord. ça que j'ai commencé à m'investir. Donc, D'accord, ouais. D'accord, donc tu avais des doutes par rapport à ça, et puis pour toi, c'était un peu un risque au début. Tu as voulu t'impliquer. euh, en fait, j'ai trouvé que son projet était très beau, vraiment. Le problème que ça me posait, c'est que s'il avait dans l'intention de partir avec la caisse, il n'aurait pas fait différemment. Donc, c'était jouer la confiance. J'ai jamais vraiment trop aimé ça, moi, jouer la confiance. Et par contre, j'étais très conscient que dans la communauté, il y a des gens qui n'oseraient pas poser les questions. Moi, ça ne m'a jamais dérangé de poser les questions, de passer devant. Donc oui, j'ai entre autres fait ce travail pour tous les gens de la communauté silencieuse. On me donnait la peine de téléphoner au numéro qui donnait à poser toutes les questions possibles et envisageables, faire le transcript, plus ou moins le transcript de nos conversations dans la D'accord, communauté, donc etc. ok, donc tu as bien vérifié tout ça aussi pour les autres personnes qui n'osaient pas appeler ou comme ça. Ouais. D'accord. Ok, parfait, merci. Est-ce que tu pourrais nous dire quand tu as commencé à investir dans les crypto-monnaies, et puis de quelle manière et combien tu as commencé à investir et gagner au début? Et peut-être nous dire par la suite où c'est que tu en es maintenant. J'ai dû commencer à investir vers novembre 2019, sauf erreur de ma part. D'accord. Et je fais un investissement lycée. Donc, j'achète régulièrement un montant fixe.
régulièrement dans le temps, ce qui me permet d'acheter tous les points bas du marché. Évidemment, j'achète tous les points hauts aussi, mais du coup, je coupe la volatilité en faisant comme ça. En anglais, on appelle ça DCA, Dollar Cost Average. C'est cette méthode de lissage de l'investissement qu'ils appellent comme ça. Moi, j'ai pas débuté en investissant grand-chose. Hein. Je veux dire, j'investissais une soixantaine de francs suisses par mois, pardon. C'est vraiment pas grand-chose. Mais c'est relativement vite monté, je veux dire. Faut se lancer. C'est surtout ça qui est difficile. Parce qu'il faut passer le cap du ouais, mais j'ai passé, ça rapporte rien. L'histoire, c'est que rien plus rien, ça fait 3 fois rien. Et 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Comme disait si bien Raymond DeVos. Donc, il faut pas oser, faut pas hésiter à se lancer, il faut oser, pour peu qu'on ait un peu cette fibre en tout cas. Et tu me demandais à combien j'en suis maintenant. Oui, Je me permettrai pas de te le dire. d'accord. Très bien, je Je comprends. me permettrai pas de te Tout à le fait. dire. Et peut-être, est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as senti ce besoin de te prémunir de la volatilité au début, en lissant tes investissements? Moi, j'ai beaucoup appris avant d'investir. Hein. J'ai appris pendant 2, 3 ans avant d'investir. Donc, je ne craignais en tout cas pas cette volatilité-là. Je la recherchais pas vraiment non plus hein, en tant que telle. Par contre, j'ai pas un gros budget, donc ça me permet de prévoir, ça me permet de lisser, ça me permet d'instaurer une certaine routine et ça me permet de tenir un cahier des charges, quoi, un investissement à long terme, simplement. C'est seulement après que j'ai découvert que c'était la méthode la plus conseillée au début et qui fonctionnait le mieux. C'est coup de chance. D'accord. Ok, parfait, merci. Et puis, pour la question suivante, ben, je voulais te demander, parce que c'est vrai que tu me dis souvent ben, que la blockchain, c'est une révolution. Donc, la blockchain, c'est finalement ce qui vient en amont des crypto-monnaies. On entend souvent crypto-monnaie, mais la blockchain, c'est ce qui permet que ça fonctionne, tout cet écosystème. Et du coup, tu m'en parles souvent, que c'est une révolution et que ça a une certaine importance, etc. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est une révolution à laquelle on ne peut pas échapper? Et est-ce que tu peux nous en dire plus, simplement? Pourquoi est-ce que c'est une révolution à laquelle on ne peut pas échapper? Je vais dire la première des bonnes raisons, c'est que Satoshi Nakamoto a dépossédé les États du privilège régalien de battre monnaie avec son Bitcoin. Et cette possibilité-là, offerte au peuple, oui, c'est une possibilité qui, une fois offerte, va changer le monde. Je crois que je veux parler au futur simple et pas au conditionnel, parce que c'est une redistribution des pouvoirs pratiquement indépassable, j'ai envie de dire, puisqu'on peut mettre le pouvoir dans les mains qu'on veut qu'il soit, quoi. Avec cette blockchain, c'est une histoire de confiance après qui est ralliée. C'est plus une histoire de force, si, mais plus physique. Donc oui, je crois que la première raison, c'est ça. C'est la dépossession de l'État du privilège régalien de battre monnaie. Mais y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres facettes, comme le fait que ce soit le protocole, que ce soit un protocole automatisé qui crée des récompenses à chaque nouveau bloc. Ça interdit n'importe quel humain de décider que toi là-bas, tu ne toucheras pas les revenus du capital, par exemple. D'accord, donc pour toi, ça permet une forme de décentralisation et de partage au commun. La possibilité de. D'accord. Est-ce que l'humain s'en saisira? Je n'ai pas de boule de cristal, je suis désolé. Je ne sais pas. Je pense quand même que oui, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de ça. Mais je ne sais pas dans quel sens ira l'humanité demain. Ouais, exactement, ouais, on peut pas savoir de quoi l'avenir sera fait, ça c'est clair. À fond. Et est-ce que tu pourrais me dire aussi pourquoi, pour toi, le terme de crypto-monnaie, il est inapproprié, si on veut bien? Bien, il n'est pas inapproprié, mais plein de préjugés, rempli d'a priori et bien souvent de passagers clandestins
La monnaie est quelque chose de mal vu. Gagner de l'argent est quelque chose de mal vu. Donner son salaire, afficher, s'exposer, exposer ses finances, exposer sa situation est mal vu. Je pense dans toute notre société européo-occidentale, j'ai envie de dire. Euh, et au-delà aussi, mais au-delà, je ne connais pas. Et pour le coup, j'ai oublié la question, oui, pourquoi je n'aime pas le terme de crypto-monnaie. Parce que bien souvent, on bute sur le fait que ce soit une monnaie et on ne voit pas au-delà. Je suis plus riche que toi, je suis plus fort que toi et c'est tout ce qu'on voit. Pourtant, dans des blockchains comme Ethereum, dans des blockchains comme Tezos, dans des blockchains comme Chainlink, dans des blockchains comme Polkadot, comme Atom, il y a tellement de valeurs qui sont véhiculées derrière que c'est dommage de juste voir la valeur monétaire de ces blockchains sans voir les cas d'usage possibles, sans voir les avantages possibles que ça peut apporter à nos sociétés. D'accord, ouais. Ok. Donc ouais, c'est vrai que pour toi, c'est que beaucoup de gens arrivent dans les crypto-monnaies en voyant seulement l'aspect argent et spéculatif sans comprendre ce qu'il y a réellement derrière. Non, pour moi, c'est l'inverse. Excuse-moi de te couper, mais pour moi, c'est l'inverse que je crains. C'est ceux qui sont révulsés par la crypto-monnaie, pardon, repoussés, parce qu'ils voient le terme de monnaie, eux veulent pas miser leur vie sur le pognon, je le dis vulgairement parce que c'est comme ça que c'est dit, hein. La puissance de l'homme, peu importe, c'est les valeurs humaines, les valeurs morales qui comptent, et par conséquent, en entendant monnaie, ils s'arrêtent. Et ils ne D'accord, peuvent ouais. pas aller plus loin, hein. C'est indépassable pour bien des gens. D'accord. Et est-ce que tu aurais une explication de pourquoi les gens se bloquent à ça? Pas vraiment, c'est dans ma tête assez flou. C'est probablement une question d'aristocratie, de pouvoir, de monarchie. Ça doit remonter très très loin, cette histoire-là, à mon avis. C'est c'est le puissant qui a les moyens de faire du mal au peuple, quoi. En gros, je pense, l'idée doit tenir à peu près à quelque chose comme ça. Du pourquoi est-ce qu'on n'aime pas l'argent, à mon avis, ça tient à ça. Parce que, en soit, c'est pas négatif d'avoir de l'argent. Mais je suis pas très au clair, hein, avec ces idées. Très bien, ok, bah, parfait, merci de ton témoignage. Est-ce que je pourrais aussi te demander, c'est vrai que pour toi, c'est quelque chose pour lequel tu t'impliques tous les jours depuis des années, et je voulais ben, te demander pourquoi tu t'as pas vu davantage de personnes qui soient autant convaincues que toi de l'avenir de la blockchain. Je pense, je pense déjà que c'est une très très bonne question. Je pense que c'est une question d'impression. Les gens ont entendu une fois, c'est virtuel, puis deux fois, puis trois fois, puis à chaque fois on passe dans la même rainure, puis l'approfondit encore, on la creuse, on creuse, et ça sert à acheter de la drogue, ça sert à commander à payer des meurtres, ça sert. Et de 2009 jusqu'en 2015, je dirais 2016, on n'a entendu que ça de Bitcoin. C'est une D'accord. monnaie virtuelle qui sert à acheter de la drogue. Du coup, avec que ça comme information, c'est sûr que l'a priori est négatif, mais il est porté sur très long terme. Je pense que c'est pour ça que les gens ont de la peine à revenir, parce qu'il faut remplir ce fossé qui s'est créé. D'accord. Donc pour toi, il y a une certaine méfiance de la part de beaucoup de personnes ou une incompréhension de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et Les deux, méfiance et incompréhension. C'est D'ailleurs, la méfiance est générée par l'incompréhension, en principe. On ne se méfie pas ou on se méfie beaucoup moins de quelque chose qu'on connaît que de quelque chose qu'on ne connaît pas. est-ce que tu aurais un message à transmettre pour les personnes qui pourraient comment dire, être rassurées d'une certaine façon? Est-ce que j'ai un message? Peut-être une façon d'expliquer de quelle façon ça peut être utilisé en bien et puis aussi que
tous les propos qui ont été tenus, comme quoi le Bitcoin servait à acheter de la drogue et toutes ces choses, sont peut-être un peu voilà, pas très, très bien expliqués ou très bien définis. Ben, comme message, je crois que je pourrais passer comme message, messieurs, dames, restez calmes, il y a des choses que vous avez ratées. Ça, je crois que c'est le message à faire passer. Vous êtes passé à côté du truc. C'est vraiment ça qui est important, je pense, parce que les gens sont passés à côté du truc. Et un truc si gros, je comprends encore pas. Bref, quant, euh, quant à ce que je pourrais dire concernant le Bitcoin qui sert à payer des quantités de drogue hallucinantes ou commanditer des meurtres, ben, tu m'excuseras d'être grossier, vulgaire dans ton interview, mais moi, ces gens-là, je les appelle des bitcoinards. Ce sont Très des gens bien. qui n'ont même pas compris la sécurité basique de la blockchain, qui est de dire qu'on ne peut plus éditer ni supprimer un bloc qui a été validé. Euh, Donc, si je me suis servi de Bitcoin pour acheter de la drogue, plus jamais je pourrais le nier. C'est bien, mais bravo. Je recommande à ces D'accord. gens-là de continuer le plus souvent et le plus longtemps possible. Plus ils le feront, moins il y en aura sur la planète. Voilà, donc on recommande à personne d'utiliser la blockchain pour acheter des drogues, mais c'est clair que effectivement chaque transaction sont visibles et ils savent pas trop forcément dans quelle situation embarrassante ils peuvent se mettre à long terme. Donc, C'est de surtout très que ce que je veux dire maintenant, mais c'est dans l'air du temps. Alors, est-ce qu'on peut pas appeler ça l'évolution naturelle des espèces? S'ils sont assez cons pour acheter de la drogue avec du bitcoin, ils sont pas assez intelligents pour vivre, ces gens-là. Faut pas les plaindre, hein. ok. Euh, Surtout qu'on peut rappeler qu'effectivement, il y avait des statistiques, des pourcentages qu'on avait pu voir qui disaient que le Bitcoin servait tel pourcentage à faire des choses illégales et, par exemple, comparé au dollar, tout ce qui servait à faire d'illégal et toutes les choses, c'était un petit peu disproportionné. Oui, je sais plus, je crois en 2020, c'était 2% de la blockchain Bitcoin qui servait à faire des achats frauduleux. Et il faut pas oublier que les deux plus grands livreurs de cocaïne aux États-Unis, c'est FedEx et DHL, hein. Oui, la Bitcoin, ça c'est la blockchain Bitcoin sert à payer des choses illégales aussi. Ben oui, c'est utilisé pour payer des choses. DHL, c'est utilisé pour se faire livrer des choses. Ben c'est utilisé pour se faire livrer des choses illégales aussi. Oui, oui. D'accord, et est-ce que pour toi, c'est peut-être aussi, entre guillemets, normal qu'au début de Bitcoin, avec très peu d'utilisateurs, très peu de compréhension, très peu de connaissances à ce sujet-là, des gens ont profité de la situation, étant donné que c'était méconnu du grand public, et une sorte de nouvelle monnaie miracle en ligne qui permettait de faire des paiements. Du coup, est-ce que pour toi, ça expliquerait que voilà, au début, on avait commencé par faire des choses peut-être illégales autour, et que maintenant, des vrais cas d'usage comme des pays, comme on a pu voir le Salvador qui a fait du Bitcoin une monnaie nationale, change les choses maintenant. Oui, bien sûr. Après, je dirais qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance quand même dans le cas de notre blockchain, de notre Bitcoin, parce que mine de rien, ça reste une technologie relativement complexe. Du coup, oui, il y a des gens qui ont voulu s'y engouffrer pour faire des malhonnêtetés, des travers, j'ai envie de dire, pas forcément malhonnêtes, mais des travers, pour contourner un système ou un autre. Mais ça reste assez compliqué d'accès et compliqué d'usage au début. Donc, ça a retenu aussi pas mal de gens. Je pense que dans d'autres domaines, on aurait eu plus de dérives. On a déjà été passablement épargné, à mon avis, par ce genre de choses. Ok, parfait. Eh bien, écoute, je vais un peu changer entre guillemets, de sujet en parlant au regard du réchauffement climatique. Ouais. Est-ce que, parce que c'est vrai que voilà, on entend beaucoup de gens dire, ah,
telle Christine Lagarde parlait du Excuse-moi, Bitcoin. excuse-moi, est-ce que tu pourrais reprendre ta phrase d'avant? Il y a mon économiseur d'écran qui s'est déclenché. J'ai perdu la phrase d'avant. D'accord, excuse-moi. Alors, je disais, par rapport au réchauffement climatique, on entend beaucoup de gens dire qu'il y a des problèmes par rapport à ça, que voilà, c'est un peu, c'est un peu flou, que ça pollue beaucoup. Moi, j'ai même des personnes autour de moi qui m'ont dit non, mais tu te rends compte, tu détruis la planète, machin, en utilisant Bitcoin et tout ça. Donc, je voulais te demander pour toi, qu'est-ce que tu sais à propos de ça et qu'est-ce que tu entends aussi une histoire de surconsommation d'énergie. Question difficile s'il en est. Alors, oui, j'en sais trois petits bouts à propos de ça. Va falloir développer un peu parce que c'est pas un sujet facile. Hmm. Je crois qu'il faut prendre les choses depuis le départ, hein, et rappeler ce que c'est que l'énergie. L'énergie, c'est simplement la mesure de la capacité de transformation d'un système. Si je veux prendre quoi que ce soit et modifier sa vitesse, je vais faire entrer en jeu de l'énergie. Si je veux modifier sa forme, sa température, si je veux modifier son poids, si je veux... à chaque fois que je veux modifier quelque chose quelque part, il y a de l'énergie qui va rentrer en jeu. Donc déjà, euh, si on est d'accord que c'est la mesure de transformation d'un système, du potentiel de transformation d'un système, de l'énergie propre, ça n'existe pas, pour commencer. Quand tu laisses un lieu propre, c'est qu'au moment où tu sors, il est dans le même état qu'il était quand tu y es rentré. Si tu utilises de l'énergie qui sert à modifier un système, par définition, tu ne laisses pas le lieu dans l'état dans lequel il était quand tu es rentré. Donc de l'énergie propre, déjà, ça n'existe pas. Des producteurs d'énergie, ça n'existe pas. Hein. Première loi de la thermodynamique, l'énergie se conserve pour des questions de symétrie, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le lieu. Donc puisque l'énergie se conserve, ce n'est pas possible d'en produire. On peut la transformer, on peut l'utiliser pour faire du travail, mais on ne peut pas la produire, on ne peut pas la détruire. Donc elle ne peut pas être propre, on ne peut pas la détruire. Maintenant, pour en venir à ce qui nous intéresse d'un petit peu plus proche, oui, la majorité de l'énergie qu'on consomme, on l'utilise dans des formes qui produisent des modifications de notre système qui nous empêchent de vivre, notamment un accroissement du CO2 dans l'atmosphère et des gaz à effet de serre en général. Et bien sûr que de rajouter un système à alimenter électriquement, c'est une consommation d'énergie supplémentaire. C'est évident, et c'est tout autant évident que si on ne faisait que alimenter cette technologie avec de l'électricité et que cette technologie ne nous rapporte rien, ce serait une catastrophe. C'est pas le cas. J'y reviens tout de suite, mais c'est pas le cas. Elle nous apporte vraiment quelque chose, cette technologie. Ce sera calculé, mais oui. Par contre, je vais juste noter que non seulement Bitcoin consomme moins que ce qu'on pourrait penser, même si c'est des chiffres qui sont énormes, hein, je ne les ai pas sous les yeux, c'est énorme. Mais en plus, faut penser que, je reprends Darwin, excuse-moi, je cite beaucoup Darwin, mais il faut penser que Bitcoin est à la blockchain, ce que Darwin est à l'évolution, à la théorie de l'évolution. C'est beau, ça marche encore, très bien, mais c'est dépassé depuis longtemps. Darwin n'avait pas accès à la génétique, typiquement. Darwin n'avait pas accès au registre fossile. C'est son époque qu'il a commencé à se créer. Donc oui, ce qu'il a dit est encore très vrai, mais on a fait des pas de géants depuis. Comme pour la blockchain, on a fait des pas de géants depuis. On est passé du proof of work au proof of stake, après proof of burn pour certains supermarchés, il y a le proof of behavior, il y en a tellement, c'est le consensus de validation qui consomme tellement moins que le proof of work que oui, on peut dire qu'on a fait des gros progrès. Je vais encore revenir, puisqu'on est sur le sujet,
sur la fameuse comparaison du Bitcoin qui consommerait autant d'électricité que la Suisse, l'Espagne, l'Islande ou que sais-je comme autre pays, qui est une comparaison impossible, simplement. Parce que d'une part, on ne demande pas à Bitcoin de chauffer les maisons suisses, ni de laver leur linge. Et on ne demande pas à la Suisse de soutenir des échanges en Chine, et de faire en sorte que des échanges se passent bien au fin fond du Salvador. Donc c'est une comparaison qui est impossible, qui est incohérente. Il faut comparer ce qui est comparable. Et en comparant ce qui est comparable, c'est-à-dire le système bancaire actuel, eh ben, c'est rudement moins gourmand Bitcoin que Mastercard. Sans compter qu'à côté, il y a Visa. Qu'à côté, il y en a certainement d'autres que je ne connais pas, des émetteurs de cartes. Un Wirecard, typiquement. Wirex, qui émettent des cartes et ont des licences Visa. Donc non seulement la comparaison qu'on prend habituellement pour nous faire peur n'est pas valable, parce qu'impossible, mais en plus, en comparant ce qui est comparable, on se rend compte. Finalement, il faudrait privilégier Bitcoin s'il n'y avait que ça, que l'énergie. Donc voilà, j'espère t'avoir répondu un petit peu. Non, il faut que je complète la réponse quand même, parce que je disais qu'on avait fait beaucoup de progrès et qu'on avait des vrais cas d'usage. Et là, je prendrais le cas d'AXA Assurance. Je prendrais le cas d'AXA Assurance qui nous permettent, quand on fait des vols en avion, de prendre une assurance retard sur notre billet, de sorte que si notre vol a un retard, on soit remboursé. Maintenant, cette assurance, elle est gérée par la blockchain Ethereum. C'est-à-dire qu'en permanence, la blockchain scrute le ciel et à chaque fois qu'il y a un avion en retard, elle va voir s'il y a des personnes qui sont assurées chez AXA dans l'avion et qui ont l'assurance. Et avant que ton avion touche sa première roue au sol, ton remboursement pour ton retard est parti. Ça, malgré le fait qu'il y a un oracle qui tourne, donc un programme qui va chercher de l'information extérieure à la blockchain en permanence pour aller voir s'il y a des avions qui sont en retard, ça génère une économie d'énergie. Parce qu'il faudrait faire tourner les bâtiments, toutes les lumières, les chauffages de l'assurance et de l'aéroport, du temps qu'il faut confirmer, du temps qu'on confirme que tout est bon, qu'on était bien dans le vol, qu'il y a bien eu du retard, qu'on est bien assuré, etc., etc. La banque, l'assurance, plusieurs allers-retours avec toutes les personnes qui travaillent. Donc oui, ça génère une vraie économie d'énergie, in fine. Et des cas d'usage comme celui-ci, ben, non seulement ils se multiplient à grande vitesse, mais il y en a déjà énormément. Donc, oui, D'accord, merci, ouais. on Je pense alimente que quelque chose, donc on consomme plus d'énergie pour alimenter quelque chose qui nous fait gagner en contrepartie beaucoup, beaucoup d'énergie de l'autre côté. Et je pense vraiment qu'au final, le bilan est négatif en consommation d'énergie, avec ou sans, avec que sans. oui. Merci beaucoup pour ta réponse. Je pense qu'on pourra aussi revenir sur les cas d'usage en fin de l'interview. Mhm. Est-ce que toi, tu aurais peur que les États interdisent les crypto-monnaies? Non, non, très honnêtement, je n'ai aucune crainte de ce côté-là parce que ça se duplique. Une blockchain, ça se duplique. Du coup, si tu interdis la blockchain Sevriagi Coin, eh ben, j'ai qu'à produire, dupliquer, puis l'appeler Sevriagi Coin. J'ai viré un N, c'est plus la même blockchain, mais plus personne ne la voit. Il n'y a plus personne qui est au courant que cette nouvelle blockchain a été montée. Donc, s'il n'y a que moi qui le fais, ben, on peut mettre tous les policiers suisses qui me scrutent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais si je suis plus tout seul, et que tout à coup on est 10 000 à le faire, c'est plus gérable, incontrôlable. Ok, donc pour toi, ça expliquerait aussi pourquoi on a actuellement plus de 15 000 crypto-monnaies répertoriées et pourquoi c'est aussi facile en quelques heures de créer une crypto-monnaie et aussi une blockchain et de pouvoir faire des échanges Bien partout sûr, dans le monde. bien sûr. Et c'est maintenant seulement qu'on va devoir faire face aux dérives. Maintenant que le côté technique a gentiment été lissé
Maintenant que les programmes commencent à être automatisés pour créer des blockchains, maintenant que les outils deviennent faciles d'utilisation, c'est maintenant qu'on va devoir faire face aux dérives. D'accord, oui. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de la part des régulateurs ou des banques centrales ou comme ça, des personnes importantes en parler aux infos et dire que voilà, ils voudraient interdire ou qu'ils veulent protéger les gens face à tout ça. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qu'on peut prendre au sérieux de la part de certains États qui font des menaces, comme par exemple la Chine qui avait dit qu'ils allaient interdire, qui ont finalement interdit, avec certaines conditions, on va dire. Mais voilà, on a des États qui ont interdit des crypto-monnaies, des États qui sont méfiants, on entend beaucoup de flou là-dessus. Est-ce que tu aurais une explication? Ben oui, ben oui, c'est une technologie arrivée de nulle part, comme un caillou dans la mare. Ça a juste fait plouf, ça a coulé au fond, il n'y a personne qui en a entendu parler, et ça a généré un maelstrom, hein, un tourbillon maintenant dans l'océan. Ça commence à générer de la valeur, on ne sait pas où la ranger, on ne sait pas comment l'imposer, on ne sait pas comment aller la contrôler, on ne sait pas comment la valider, et on ne sait pas dans quelle poche ça va. Je serais président d'un État, j'aurais peur aussi. Très honnêtement. Très honnêtement, maintenant, il faut qu'ils temporisent. Les États, il faut qu'ils gagnent du temps pour essayer de réguler tout ça, de contrôler au mieux, parce que c'est sûr que l'État ne sert pas à rien, que les impôts sont des choses qui sont utiles. Le jour où tu te casses une jambe, tu repenseras à moi quand tu iras à l'hôpital. Hum. Euh, donc oui, c'est certain que ça doit être régulé. Est-ce que ça me fait peur, les menaces des États? Non. Après, oui, ce serait gênant s'ils venaient à interdire toutes les cryptos, bien sûr. Ce serait une signature sur un bout de papier, ça n'empêcherait plus rien. Je pense depuis 2017. Depuis fin 2017, depuis début 2018, c'est plus possible. Maintenant, le mouvement est lancé, interdire ça, c'est plus possible. D'accord, est-ce que pour toi, par exemple, on avait entendu la Chine qui crée un crypto-yuan et l'Europe qui aimerait faire un crypto-euro. Est-ce que pour toi, c'est une forme de rébellion face à la crypto-monnaie et à l'écosystème blockchain? Ou est-ce que c'est une façon de réguler ou de quelle manière ils souhaitent mettre ça en place? À mon avis, le premier bénéfice pour les États, c'est un meilleur contrôle. Un meilleur contrôle des flux financiers, même de très très petite taille. Quand tu vas acheter ton pain à la boulangerie, tu payes avec une pièce de 2. Il n'y a jamais personne qui le voit, jamais personne qui le sait, en gros. Le jour où tu dois payer en crypto-euro, on saura quel montant, quelle heure, quel jour, quelle place. Ça, c'est un grand, grand bénéfice pour l'État. Je crains que ça n'empêche pas les fraudes fiscales en tout genre, les détournements, les évasions, les montages financiers en tout genre. Ça n'empêchera pas ça. Ça optimisera ça. Je pense ça optimisera les fraudes, les machins, parce qu'il n'y aura plus possibilité de faire quelque chose faux. Parce que dès le moment où un montage financier est douteux, ben, on va pouvoir le remonter, détricoter le fil et il ne sera jamais perdu avec une blockchain. Mon avis, ça va optimiser les fraudes fiscales. Et c'est tout ce que ça fera, même si dans l'idée, c'est pour aider les pauvres gens. Effectivement, et c'est vrai qu'on entend que voilà, la blockchain, c'est un but de rendre l'argent aux gens d'une certaine façon où c'est décentralisé, les gens peuvent prendre aussi contrôle de leurs finances. Effectivement, avec ce que tu nous dis là, on peut voir que ben, le crypto-euro, par exemple, empêcherait finalement les gens d'être libres de leurs finances. Ils seraient complètement contrôlés. Oui, mais par contre, je vais te reprendre. La blockchain ne rend pas l'argent aux gens. La blockchain offre une possibilité aux gens de prendre l'argent qui leur est dû, ou de prendre une part de l'argent qui leur est dû en s'investissant dans quelque chose. Mais c'est pas rendre, c'est pas un argent qui m'appartient et que je le rends à celui à qui je l'ai pris. Non. D'accord? Est-ce que tu pourrais m'expliquer ben,
D'où viendrait cet argent qui nous est dû d'une certaine forme? Non, non, c'est de l'argent créé ex nihilo par un protocole automatisé. Euh, il sort de nulle part. C'est une valeur qui sort de nulle part. Donc qui normalement n'a pas de valeur, forcément, sauf, sauf dans le cas où la machine qui produit cette valeur a elle-même une utilité. Et ça, c'est la première de toutes les bonnes questions à poser, hein, à mon avis. Si ça n'avait pas d'utilité, mes blockchains, là, mes crypto-monnaies, là, mes machins virtuels si ça n'avait pas d'utilité, pourquoi ça aurait de la valeur? Va chercher l'utilité. À mon avis, c'est la première des bonnes questions à poser. Donc on y accorde une certaine confiance pour toi, ce qui justifie la valeur de certains actifs cryptographiques. Ben oui, je pense pas que les gens soient bêtes, hein. Je pense pas que les gens soient bêtes. Ils refuseraient de placer leur argent dans quelque chose qui n'a pas de valeur, dans quelque chose dont ils manquent de confiance, qui n'a pas d'utilité. Si les gens placent leur pognon là-dedans, c'est que c'est utile. En tout cas pour eux, au moment où ils l'ont fait. D'accord, oui. Et donc, pour, pour, euh, pour l'utilité de créer des jetons virtuels ex nihilo, comme tu dis, pour certains protocoles, euh, est-ce que ça, c'est pas une forme comment on pourrait dire, de revenu universel comme Non, certaines personnes pourraient le voir? non, parce qu'il faut déjà commencer par détenir un moyen de validation de la chaîne qui te rémunère. Le revenu universel, c'est pour tout le monde. Tu détiens bail à loyer en Suisse, par exemple, et tu es payé en Suisse au revenu universel. 2 000 à 3 000 francs qui étaient discutés, quelque chose comme ça. Mais il suffit d'habiter en Suisse et tu le touches. Pour toucher les revenus d'une blockchain, il faut déjà posséder de quoi maintenir cette blockchain saine. Donc pouvoir valider des transactions, c'est une condition impérative. Donc non, ce n'est pas assimilable à un revenu universel. En tout cas pas. D'accord, ouais. Donc, si on aurait pour toi une certaine implication de la part de personnes qui souhaiteraient arriver dans les crypto-monnaies, pour eux, détenir des crypto-monnaies leur permettrait de générer un revenu supplémentaire tout en permettant au réseau de cette blockchain euh, de bien continuer à fonctionner. Puisqu'ils détiennent des jetons, cela maintient une certaine valeur et cela leur permet ben, voilà, d'obtenir un revenu à côté. Oui, c'est toute la base de la preuve d'enjeu, du consensus de validation dit par preuve d'enjeu. J'ai dépensé des monnaies fiduciaires pour acheter un jeton cryptographique. Ça m'a coûté de la valeur que je bloque dans le protocole en tant que preuve d'enjeu. Moi, j'ai confiance en ça suffisamment, j'ai confiance suffisamment en ce jeton pour le bloquer. Il ne perdra pas de valeur d'ici demain. Je suis tellement sûr que je le bloque. Et c'est ça qui maintient une valeur, effectivement, parce que je ne peux pas déverser mes liquidités sur le marché et ainsi faire baisser leur valeur par la loi de l'offre et de la demande. C'est correct. Est-ce qu'on peut dire typiquement Ethereum, c'est un bon exemple pour ça? Non, non, Ethereum est en pleine mutation. Quand Ethereum 2.0 sera abouti, oui, ce sera un très, très, très bon exemple. Mais à mon avis, encore une fois, Oui. c'est mon avis, j'ai pas de boule de cristal. Mais Et effectivement, il fallait que je rappelle que Ethereum est encore en proof of work, comme le Bitcoin, donc il y a du minage et qu'après, il est en train de subir une mise à jour qui permettra d'être en proof of stake, en preuve d'enjeu, comme tu disais. ouais, c'est même un petit peu plus compliqué, mais on va pas rentrer ici dans les détails du sharding, hein, n'est-ce pas? On va passer aux questions suivantes. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'il faudrait, d'après toi, pour que ben, cette technologie de la blockchain soit faite plus connue aux yeux du grand public? Eh ben, il y a encore 2 jours, je t'aurais répondu de la pédagogie. Beaucoup, 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 beaucoup de pédagogie. Battre le pavé, être sur le devant de la scène.
en parlait beaucoup. Et semble-t-il qu'un des plus grands vulgarisateurs de physique en francophonie, j'ai nommé Étienne Klein, au bout de 30 ans de vulgarisation, lui arrive à un constat d'échec. La vulgarisation ne semble fonctionner que pour les gens qui sont intéressés par la vulgarisation. C'est bien dommage. J'espère qu'on ne suivra pas le même parcours, à vrai dire. Mais j'ai un petit doute là. J'ai un petit doute. D'accord. Est-ce qu'il y aurait d'autres alternatives? Au final, on peut imaginer que c'est plutôt ben, en premier les personnes qui sont intéressées qui vont arriver. Après, c'est vrai que, étant donné le nombre de multiples cas d'usage qu'on a, on peut voir des commerces tels qu'Amazon ou plein d'autres commerces en fait, partout dans le monde qui se mettent à accepter les paiements en crypto-monnaie, à créer même leur propre crypto-monnaie. Donc, on pourrait avoir un usage courant de la part de tout le monde en fait, dans les années à venir. Est-ce que finalement, ça inciterait pas les gens à s'y intéresser, enfin, puisqu'ils seraient finalement plus ou moins obligés, s'ils voudraient faire certains paiements, ils seraient peut-être que acceptés en crypto-monnaie. Est-ce que ça inciterait pas les gens à s'y intéresser avec le temps? Ben, je crains que ce soit par là qu'on soit obligé de passer. Par le crypto-euro, en fait. Par par les monnaies stables de banque centrale. Je crains que ce soit par là qu'on soit obligé de passer parce que Amazon ne peut pas vraiment tout passer, passer leur intégral de système de paiement par une blockchain, passer l'intégralité de leur système de paiement par une blockchain, pardon, simplement parce que c'est des boîtes qui génèrent un chiffre d'affaires tellement grand qu'il leur faut un appui stable au niveau légal pour pouvoir accepter une nouvelle technologie, une nouvelle manière de faire. Tant qu'il n'y a pas une base solide au niveau légal, donc une régulation solide, une régulation ferme, ils ne pourront jamais passer leur système de paiement. Si moi je fais un truc illégal avec ma petite blockchain et puis que je prends 10 000 balles d'amende, ça va, ça va. Je vais mettre 5 ans pour payer parce que j'ai un tout petit revenu, j'irai peut-être 2 mois en prison, ça va. Amazon qui fait le même écart, c'est les 10 prochaines années pour des milliers d'employés qui sont caducs, qui sont rendus caducs d'un coup. Eux ne peuvent pas se permettre ce genre de choses. Donc oui, je crains que ce soit par l'obligation de s'en servir, ordonnée par les États que ça passe. C'est à mon avis pas la bonne méthode. Mais c'est celle-ci qui sera employée à mon avis, étant donné que le crypto-euro est censé voir le jour d'ici 2024-2025. Je doute qu'on arrive à faire assez d'éducation et de pédagogie d'ici là. Ok. Écoute, j'arrive à la dernière question qui est en fait simplement, bah, quels sont pour toi les cas d'usage que tu voudrais nous témoigner, qui t'ont particulièrement touché peut-être, ou des projets ou des choses qui sont encore en cours de développement, ou des choses qui peuvent rendre utile finalement, ouais, qui sont utiles à la société, aux gens, des projets, ouais, effectivement, qui peuvent être nécessaires pour l'avenir ou qui sont, voilà, ou qui sont déjà créés, que tu voudrais nous partager. Ah, si je devais citer des projets comme ça, à la volée, je citerais une iris qui permettra dans l'avenir de t'identifier toi en tant que Gaëtan Jean-Mer. Actuellement, en tant qu'humain, nous on le fait d'un coup d'œil. Je te vois dans la rue, je te dis Gaëtan, salut. Les scientifiques arrivent à faire ça avec les empreintes digitales aussi, qu'on a unique, l'iris de l'œil. Une iris propose à faire carrément une carte veineuse. Alors vas-y pour la falsifier celle-ci. Sinon, il y a Rose, la blockchain Oasis, qui est conçue pour protéger tes données personnelles, pour te donner à toi le pouvoir de les vendre à qui tu veux, quand tu les veux. Donc, quand il y a ton nom, ton adresse, ta date de naissance ou ton choix de couleur de parapluie sur ton dernier achat Amazon qui apparaît, ben, vraisemblablement tu auras un signal pour dire cette info, est-ce que tu veux la laisser sortir ou pas? Si oui, pour combien et à qui? Cambridge Analytica vont être extrêmement ravis de voir cette blockchain arriver.
Facebook aussi, hein. Zut, ça, on est en train de leur manger leur part de marché à une vitesse incroyable. Je peux citer quoi? Je peux citer Axie Infinity et Play to Earn. Hein, je veux dire, maintenant, on peut commencer à gagner des sous dans les jeux vidéo. Dans tous les jeux vidéo, hein, on gagne des pièces d'or, des machins, des diamants, des diamants, tu achètes des feuilles, qu'avec les feuilles, tu gagnes des cristaux que tu vas payer en argent. C'est un but, hein, de multiplier les monnaies différentes dans les jeux pour te faire perdre le compte de quoi et quoi. Depuis longtemps, ça existe ça. Sauf que maintenant, on peut les avoir en francs suisses. On n'a jamais pu sortir les pièces d'un jeu. Maintenant, on peut, en francs suisses, avec le Play to Earn. Ça a aussi un avenir radieux, Gods Unchained, Axie Infinity, je pourrais citer Holoride, avec leur projet de monde interconnecté, la réalité augmentée, qu'ils ont comme projet de nous mettre dans la vie de tous les jours comme les pilotes d'avion à l'heure actuelle, avec toutes les informations qui s'affichent sur leur casque. Bon, on n'a qu'à réduire ça, hein, avoir des petites lunettes de soleil, et puis on a tout. L'adresse du kebab, le rendez-vous de la fille, tout. Sur les lunettes qui s'affichent, l'itinéraire pour la maison. Ça, je crois que ce serait un vrai gain. Et sinon, ben, dans tout ce qui est traçage et gestion de stock. Mais ça se fait déjà. Avec Starbucks qui trace son café par blockchain du producteur au consommateur. Donc maintenant, si on va chez Starbucks, il y a un petit QR code sur le gobelet. Si on le scanne, on voit où c'est que le café a été produit. Ça passe par une blockchain. Tout ce qui est gestion de stock va être drastiquement amélioré. C'est D'accord. Ok, alors écoute, bah, si tu n'as rien d'autre à ajouter, bah, je te remercie beaucoup pour cette interview. Je vais quand même ajouter que des risques, il y en a. Je vais quand même ajouter qu'il y a quand même le risque de perdre son argent. Je vais quand même ajouter qu'il y a le risque que les économies énergétiques associées aux différentes blockchains ne soient pas suffisantes dans le temps imparti, hein, puisque il y a des grands experts du climat qui nous disent que d'ici 2040, 2050, on aura les premières guerres écologiques. On est un peu pressé par le temps. Les risques existent, hein. C'est une technologie nouvelle. Quand on a découvert la fission de l'atome, les risques existaient. Maintenant, il reste à voir ce qu'on va en faire. D'accord, ouais. Donc tu mets aussi en garde, ben voilà, finalement que c'est une super technologie, mais que voilà, effectivement, les enjeux climatiques sont déjà prioritaires à notre époque. Alors, climatique, économique, militaire, ça touche tous les aspects de la vie, hein, tous les aspects de notre vie vont être impactés par cette technologie. Ça me semble évident. Donc, oui, il faut savoir raison garder, ne pas devenir euphorique, enthousiaste, oui, mais pas euphorique. Garder les pieds sur terre. Et en avant, Guingamp! C'est une bonne note. Merci beaucoup, Séverin. En tout cas, c'était un plaisir de t'interviewer. Et puis, ben voilà, je peux te proposer une copie ben, de mon TPA final et puis de l'interview si ça t'intéresse de relire aussi et de pouvoir revoir tout ce qu'on a pu discuter. Mais écoute, c'est moi qui te remercie beaucoup de m'avoir interviewé. Et oui, volontiers, je prends une copie de ton TPA, ça me fera plaisir à lire et à voir ce que tu as écrit là-dedans. Je te remercie beaucoup, Vincent. Merci beaucoup à toi. Une toute bonne soirée. À bientôt. Merci. Tout pareillement, au revoir. Bye bye.